Bonjour à vous. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans les sources sur la question vraiment complexe des visas entre la France et le Maroc. Oui, notre mission, c'est d'aller un peu au-delà de la procédure administrative, explorer les enjeux économiques, sécuritaires, diplomatiques aussi. Une analyse pour essayer de mieux comprendre une situation qui est, on peut le dire, assez tendue. Tout à fait. Bon, ce qui saute aux yeux d'abord, dans les sources, c'est ce contraste, ce grand écart même. Ah oui, Bah oui, d'un côté, on a les discours très diplomatiques d'octobre 2024, les talents qui circulent, la communauté de destin. Et de l'autre, la réalité du terrain. Par exemple, cet ophtalmo marocain très connu qui se voit refuser son visa pour un congrès scientifique à Paris, sans explication claire. Oui, c'est un cas emblématique, ça. On a l'impression que le système a d'autres fonctions, quoi. Pas juste gérer les flux. Effectivement, ce décalage, les sources le montrent bien. Elles révèlent un modèle économique qui est, disons-le, très rentable. Ah ouais. Bah oui, l'externalisation de la collecte des demandes à des boîtes privées, comme TLS Contact, avec ce principe de l'utilisateur-payeur. D'accord. Les frais de visa, c'est à peu près 90 €. Les frais de service, environ 25 €. Et surtout, c'est non remboursable, même si le visa est refusé. Donc, chaque refus génère de l'argent. En quelque sorte. Oui, ça devient un profit. En 2023, ça a coûté environ 11 millions d'euros aux demandeurs marocains, juste pour les visas Schengen refusés. C'est un vrai visa industrial complex, comme disent certains. Et il y a aussi ces fameux services premium que propose TLS Contact. Accès salon, aide pour remplir le formulaire. Oui, voilà. Officiellement, c'est optionnel, bien sûr. Mais une enquête d'Intifada suggère que le personnel est quand même incité à les vendre. C'est ça. Donc un simple besoin d'aide peut vite devenir une dépense en plus. Sans parler de la galère pour juste avoir un rendez-vous. Un parcours du combattant avec des créneaux pris d'assaut, parfois par des bots et revendus à peu près. Exactement. Donc loin de fluidifier, l'externalisation, elle semble ajouter des barrières financières, numériques, même si l'accueil est peut-être plus moderne en apparence. Mais il y a un aspect encore plus troublant, peut-être, qui ressort des sources, c'est la question de la surveillance. La surveillance, c'est-à-dire? Début 2023, la CNDP, l'autorité marocaine de protection des données, a révélé une chose assez énorme. Elle a découvert que TLS Contact Maroc transférait très régulièrement, toutes les 5 minutes, des flux vidéo. Des flux vidéo? Oui, issus de la vidéosurveillance de leur centre, vers 2 institutions gouvernementales à l'étranger. Et attention, pas les données biométriques habituelles, genre photos, empreintes. Non, alors quoi? Non. Des images qui capturent les attitudes, les comportements. Attendez, les comportements, ça dépasse largement le cadre normal d'une demande de visa, non? Pour analyser quoi? Entraîner des algos? C'est la question. C'est une collecte massive et potentiellement très intrusive. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette révélation? Eh bien, c'est ça le plus frappant, le silence. La CNDP avait donné un délai pour que ça cesse, fin février 2023. Elle avait promis des infos publiques. Et depuis, plus rien. Silence radio. Des sources anonymes parlent d'une gestion au plus haut niveau diplomatique pour étouffer l'affaire en gros. Ah oui, quand même. Ça pose de sérieuses questions sur la souveraineté numérique du Maroc, la protection des données de ses citoyens face aux impératifs diplomatiques, quoi. Certains parlent même de colonialisme numérique. C'est fou. Et ça rejoint ce double langage qu'on voit aussi sur l'aspect diplomatique pur. Comment ça? D'un côté, le discours officiel, toujours le même. Partenariat, d'exception. Mhm. Et de l'autre, une source consulaire, citée par tel quel en 2022, qui parlait d'une consigne interne, refuser 70 à 80% des dossiers. Bien plus que les 50% de réduction qui avaient été annoncés publiquement. Oui, et la raison invoquée ouvertement par Paris, à l'époque, c'était de faire pression. Pression sur le Maroc pour qu'il délivre plus de laissez-passer consulaires, pour rapatrier les personnes en situation irrégulière. Exactement. C'est ce que beaucoup appellent le chantage au visa. Une sorte de punition collective, en fait. Collectif, oui. Pour un dossier migratoire bien précis, on pénalise tout le monde. Les scientifiques, comme ces ophtalmos dont on parlait, les chefs d'entreprise, la GCGM, l'OCP, les étudiants qui ratent leur rentrée, même s'ils sont admis et qu'ils ont payé leurs frais. Et ce qui est ironique, c'est que ça semble même pas servir les intérêts français au final. Comment ça alors? Le Maroc est un partenaire économique majeur. Premier partenaire commercial, premier investisseur. Bloquer les gens qui font tourner cette relation, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, non? C'est une analyse qui revient souvent, oui. Les chiffres sont parlants. À peu près 1100 visas français délivrés par jour au Maroc. C'est le deuxième pays demandeur.
mais un taux de refus Schengen qui tournait autour de 30% en 2022. Alors que dans l'autre sens, près de 5 millions de touristes français entrent au Maroc, sans visa. Voilà, ce déséquilibre est souvent souligné. Alors, face à cette situation, cette impasse, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont explorées au Maroc? Oui, les sources en mentionnent quelques-unes. Il y a le modèle canadien, par exemple. L'autorisation de voyage électronique l'AV. Ah oui, l'AV. Qui a été étendue aux Marocains, sous condition. Si on a eu un visa canadien récent ou un visa US valide. L'idée, c'est une sorte de confiance méritée, processus simple, en ligne, coût minime, 7 $ canadiens. Réponse rapide, ça montre qu'on peut allier sécurité et fluidité, apparemment. C'est une piste. Une autre voie, plus radicale, c'est la réciprocité. Imposer un visa aux Français? Exactement. L'argument de la dignité nationale prend de l'ampleur. Malgré les craintes pour l'économie, le tourisme notamment, qui pèse quand même 7% du PIB. On entend parler d'une économie de la dignité face au coût des refus, des opportunités manquées. C'est un débat qui monte. Et enfin, il y a une suggestion plus technique, inspirée par l'analyste Aziz Bouzetta. Oui, que le Maroc désigne son propre opérateur national pour collecter les données sur son sol. D'accord. Pour garantir le respect de la loi marocaine sur les données, la loi 0908. Et pour réaffirmer la souveraineté sur ces données personnelles, tout simplement, c'est une question de contrôle. Bon, en résumé, si on synthétise ce qu'elles disent les sources. Elles décrivent un système de visa France-Maroc qui est devenu bien plus qu'une formalité. C'est vu comme un outil économique, potentiellement un instrument de surveillance, une arme de chantage diplomatique. Et ça crée forcément un sentiment d'injustice, de mépris. C'est ce qui ressort. Tout à fait. Et ça nous amène à une question de fond pour la suite. Égale. Une relation qu'un Maroc plus confiant, plus assertif aujourd'hui, n'est peut-être plus prêt à accepter sans rien dire. C'est une question intéressante. Comment est-ce qu'on peut construire un partenariat d'exception, pour reprendre le terme officiel, sur de la méfiance et ce qui est vécu comme une humiliation? C'est une réflexion qui va bien au-delà du tampon sur le passeport. C'est clair. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas. Un petit like, abonnez-vous, laissez un commentaire pour partager vos réflexions. À très bientôt.